Hum, hum. Mouah. Oh, c'est que la petite bretonne à goût de bon calice. Hein? Ouais, non. Salut à tous, ici William Perrus. Aujourd'hui, on va prendre ça relax, avec une petite vidéo improvisée que je tourne assis sur ma chaise de gamer comme un esti de gros tas. Puis veuillez excuser ma voix de cul, je suis légèrement grippé, donc ça risque de s'entendre. Bon. Et on va parler d'un recueil de nouvelles québécoises horrifiques. Je vous ferai pas languir plus longtemps, vous l'avez vu dans le titre. Ça doit être un des titres les moins sophistiqués que j'ai fait, honnêtement. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de la petite fille aux allumettes? La raison est très simple. Je suis un fan fini des contes interdits. J'adore le concept, j'adore l'exécution, l'idée derrière la façon de faire, la façon d'aller dans l'horreur extrême. Même si, bon, disons que la première vingtaine de contes interdits sortis maîtrisaient mieux la patente, au niveau de pousser l'horreur à son maximum, tout en demeurant qualitative au niveau narratif, au niveau de l'histoire. Parce qu'il existe des contes interdits qui se limitent juste à du gore, du gore, du gore, avec une histoire vide, ou peu mémorable. Vide, c'est un peu méchant, mais disons juste peu mémorable. Et depuis longtemps, l'idée de vous parler des contes interdits me trottait, mais je savais vraiment pas comment m'y prendre. Vous savez, j'ai une série de vidéos, ces livres-là, où je parle de lectures d'exception, de romans qui sont pour moi excellents. Et on va pas se mentir, les contes interdits ne le sont pas tous. Donc quand j'ai vu qu'ils ont annoncé des recueils de nouvelles sur la petite fille aux allumettes, je me suis dit, oh, je tiens là un bon prétexte pour vous parler de chacun des contes interdits en fonction de leurs nouvelles. Bon, on sera loin des critiques élaborées que je fais normalement, ça risque juste d'être quelques phrases sur le conte duquel est tirée la nouvelle, mais c'est ça. Et dans ce recueil-ci, on a 5 nouvelles. On a des textes de Yvan Godbout, de Christian Boivin, de L.P. Sicard, de Sylvain Johnson et de Simon Rousseau. Et on va y aller dans l'ordre qu'ils sont positionnés dans le livre, c'est-à-dire qu'on va commencer avec la nouvelle de Yvan Godbout, tirée de son superbe conte interdit Hansel et Gretel. Hansel et Gretel qui se mériterait un épisode de ces livres-là, honnêtement, je le ferai peut-être un jour, peut-être. En quelques mots, j'avais adoré Hansel et Gretel. Je l'ai lu pratiquement à sa sortie. Bah, pas vrai. Je l'ai lu quelques mois après sa sortie, puis honnêtement, j'avais adoré. J'ai adoré le style de l'auteur. L'auteur a réellement une patte marquée au niveau de sa manière de raconter ses histoires, mais aussi sa manière de faire parler ses personnages. L'auteur a un style. Et on retrouve son style si unique ici, avec La petite fille aux allumettes. La nouvelle qu'il nous sert est délicieusement glauque. Elle est captivante et tu reconnais vraiment, comme je l'ai dit, l'écriture de l'auteur, son style narratif unique, tu le reconnais tout de suite. C'est du pur Yvan Godbout. Yvan, d'ailleurs, entretient le mystère autour de sa petite fille aux allumettes, ce qui est très bien. La nouvelle est très bonne, et ça fait du bien de retrouver l'univers d'Yvan Godbout, de retrouver son écriture, de retrouver son imaginaire qui réussit à mêler douceur et horreur. Cependant, la nouvelle est assez imparfaite. En fait, c'est surtout un détail qui m'a achalé, que j'ai soulevé. C'est que dans le fond, bon, micro-spoil, même si ça arrive au tout début de la nouvelle, c'est un petit divulgateur, si on veut. Si vous voulez sauter le divulgateur, je vous mets un petit code ici, rendez-vous à ce moment-là de la vidéo, puis vous allez le sauter. C'est que dans la nouvelle, la petite fille aux allumettes de Yvan, l'adolescente autour de laquelle se construit le récit, va se faire enlever, puis séquestrée dans une salle apparemment si bien insonorisée que sa mère, qui habite l'appartement du dessus, parce que oui, elle se fait kidnapper par sa voisine, ne l'entendrait même pas crier. Ok? Donc c'est bien insonorisé, et là, sa mère l'entendrait même pas crier. Par contre, à un moment donné, elle est enfermée dans sa pièce. Elle est enfermée dans sa géole, si on veut. Puis la voisine, dans une autre pièce, du même appartement, certes, mais une autre pièce, joue du piano. Puis elle l'entend. Écoutez, je veux bien que le piano soit plus près de sa chambre, de sa prison, que les oreilles de sa mère pour l'entendre hurler. Mais on s'entend que des cris, ça supplante assez facilement les notes d'un piano. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça incohérent, le fait que on peut pas l'entendre crier, mais on peut entendre du piano depuis cette pièce-là, mais à l'extérieur de la pièce, on peut pas entendre des cris.
En tout cas, je sais pas si c'est clair mon affaire, là. Je suis habitué d'écrire mes textes. Là, j'ai l'impression que toute mon affaire est décousue, c'est là qu'on voit que le montage va me sauver. Mais c'est ça. C'est une incohérence que j'ai soulevée dans le texte. C'est léger. Ou si ça se trouve, l'affaire du ta mère entendra même pas tes cris, c'est juste un leurre pour la pousser à ne pas crier. Mais, je sais pas, si j'enlevais des adolescents, je ferais vraiment une pièce insonorisée. Je prendrais pas la chance que ces petits cris de rebelles-là, ils crient pareil, même si je leur dis que personne va les entendre. C'est un peu un gros risque à prendre. Donc, je crois pas que ce soit un mensonge de la voisine. Tu sais, sa cellule est censée laisser filtrer aucun son. À mon sens, ça va dans les deux sens. À moins qu'il existe de l'isolation à sens unique, parce que je sais pas, je suis une graine en construction, ok? J'ai une shape puis une calvitie de gars de construction, mais je connais rien en construction. Fait que je sais pas, si ça se trouve, il existe de la mousse isolante ou je sais pas quoi, à sens unique. Auquel cas, je m'incline et je reconnais mon erreur. Mais sinon, ouais, c'est très léger dans le texte. Ça semble vraiment être une erreur d'inattention. C'est excusable. Ce qui est moins excusable, par contre, c'est autre chose qu'on va voir après. J'allais dire c'est la nouvelle suivante, mais c'est pas tout à fait vrai. Donc là, on enchaîne. On va laisser la nouvelle de Yvan Godbout tranquille. Je vous recommande vraiment, lisez Hansel et Gretel. C'est vraiment bon, vous allez capoter. On continue avec la nouvelle de Christian Boivin, tirée de son conte interdit, Les Trois Petits Cochons. Quelques mots rapides sur Les Trois Petits Cochons. Dans le fond, Les Trois Petits Cochons, j'avais plutôt bien aimé. Quand je l'ai lu celui-là avant Hansel et Gretel. Bien, j'avais bien aimé. Ça se lit vite, ça se lit bien. Tu sais, j'ai passé au travers du livre en genre 3-4 jours. Ça m'a pas marqué, loin de là. Mais j'ai trouvé ça bien. C'était bon, c'était fluide. Il n'y a pas de longueur de mémoire, en tout cas, il n'y avait pas de longueur. Par contre, faut que je divulgue la fin parce que celle-là m'a découragé. Pas le contenu de la fin, mais la façon dont elle est amenée. Je vais vous résumer ça de tête parce que tout ce qui me revient, c'est la phrase finale de Marde. Je vais vous résumer le reste. C'est dans le fond, tu suis, dans ce conte interdit-là, un gars, un tueur à gages, qui s'appelle Peter Wolf. Ouais, Peter Wolf. Peter Lou. Subtilité, zéro. Oh. Les noms, j'ai du mal avec les noms. Honnêtement, quand tu fais des petits jeux de mots à la con avec tes noms, là, faut vraiment que tu le fasses bien. Parce que le plus souvent, ça casse. Peut-être c'est moi qui est trop obsédé par les détails, qui est trop psychorigide sur plusieurs affaires. Ça se peut. Je suis un perfectionniste fini. Ok? Mais Peter Wolf, on aurait pu trouver mieux. Surtout que Peter Wolf est là juste pour induire le lecteur en erreur. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'au courant du livre, Peter il finit par rencontrer une fille qui me semble s'appelle Juliette, de mémoire, je suis plus sûr. Puis il veut retrouver, je sais plus, l'assassin de sa sœur ou je sais pas quoi, comment elle a pu se faire tuer, il remonte à sa source. Il bute trois espèces de porcs qui symbolisent les trois cochons. Bon, ça c'était bien amené. Ça c'était bien amené, honnêtement. Mais on arrive à la fin où Peter se retrouve dans une espèce d'entrepôt ou je sais plus quoi. Puis. Euh. Ah, Juliette décide de le trahir. Puis. Oh! Oh non! Oh! Oh! Je vais vous le lire. J'ai l'impression que je suis un gros trou de cul, honnêtement. Je suis une énorme merde. Mais c'est parce que j'ai trouvé ça tellement stupide, tellement mal amené. Dans le fond, je vais vous le lire. Juliette le trahit, ok? Puis là, il se retrouve à terre, genre blessé, je pense. Je vais vous lire qu'est-ce que ça dit. Narration. Juliette se relève, calme et sereine malgré sa nudité. J'avais oublié ce bout-là, moi le relire, je pense, à cette calice, tabarnak. Puis ramasse son arme à feu traînant un peu plus loin. Elle revient et la braque directement sur le crâne de son violeur. Ah, Peter l'avait violé? Chris, j'ai encore plus le goût de le lire. Oh, je suis un déchet. Peter cherche désespérément à invectiver Juliette, mais il en est incapable, les mots s'étranglant dans sa gorge. Puis là, on lâche la narration. On lâche la narration pour tomber sur un dialogue de Juliette qui dit ceci. En passant, je ne m'appelle pas vraiment Juliette, déclare-t-elle en souriant. Mon vrai nom, c'est Marie-Lou. Bam! Ah! Oh non! Oh non! Oh non! Eh. Là, tu le sens.
tu le sens que la raison d'être de cette punchline de marde-là, c'est juste... Ben, tu sens que la raison d'être de ce twist final, c'est juste pour caler cette punchline de marde-là, parce qu'elle est sans intérêt. Ça veut dire, en passant, pourquoi déjà tu t'en vas le tuer? Pourquoi tu lui sors ton vrai nom? Ok, on va te montrer que tu t'es joué de lui tout le long. Ok, je veux bien. Mais on s'entend que s'il avait dit mon vrai nom, c'est Patricia, ou mon vrai nom, c'est Mélanie, ou mon vrai nom, c'est Josiane, ou mon vrai nom, c'est ta mère la pute, je sais pas quoi. On s'entend. Ça aurait eu aucun intérêt. Le véritable intérêt, c'était juste pour montrer, hey, buddy, hey, check ça, check, hey. C'est elle le loup tout le long, t'as pas vu venir, mon tabarnak. Évidemment qu'on l'a pas vu venir, Calice. Le protagoniste s'appelle Peter Wolf, esti. Tu nous as menti tout le long du texte, Calice. Oh, oh. Moi, ok, j'ai l'impression que je suis un connard, mais j'haïs les punchlines. Je hais les punchlines, quelles qu'elles soient. Celle-là était très très mauvaise. Mais c'est même pas le twist le problème, c'est la raison du twist qui est juste de caler cette punchline-là, faussement intelligente. Bon. Mais globalement, si vous aimez les histoires qui tendent plus vers l'action assez sanglante, plus que l'horreur, vous risquez d'apprécier. Parce que c'est pas mauvais. C'est pas un mauvais livre, c'est un bon livre. Mais juste gâché par sa fin stupide. Qu'en est-il de la nouvelle tirée de ce roman? La nouvelle est plutôt bonne. La narration est très ordinaire. C'est vraiment la narration, c'est simple. C'est simple. Il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas d'envolée lyrique. Il n'y a pas vraiment de fantaisie stylistique. Contrairement à Yvan Godbout qui a réellement une patte marquée. Tu sais, Yvan, tu peux lire un livre de Yvan sans qu'il soit estampillé Yvan Godbout, tu vas le reconnaître pareil le style de l'auteur. Tandis que la narration de Christian Boivin est, disons, très simple. Est, disons, moins incarnée. Tu la reconnais pas, disons. Ça se fond dans la masse des écrivains, disons. Ça en fait pas pour autant de mauvaise narration, ça fait la job. C'est pas marquant, mais ça délivre l'histoire correctement. Je dirais cependant qu'au niveau de la narration, dans les passages, disons, qui suscitent notre interrogation, il y a un abus de questions. Vraiment. La narration va poser des tonnes de questions qu'on se pose déjà. Alors, pourquoi tu les formules? On se les pose déjà, les questions. On s'interroge déjà, pas besoin de les formuler. Et parfois, la narration pète le moment. Vraiment, ça gâche le moment. Avec des phrases un peu ridicules. T'as un moment donné où Clara, qui est la fille qui a perdu la mémoire dans le livre, je devrais faire des résumés des nouvelles. Calisse que je suis pas tête. Comme ta blonde après que je l'ai déchiré, mon tabarnak de lait. Ah, vous voyez comment je suis une catastrophe en improvisation. La nouvelle de Christian Boivin raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'en allait faire de quoi dans un endroit X avec un fusil dans sa sacoche. Mais elle perd la mémoire, elle se réveille dans une chambre avec une gamine qui incarne un peu la fillette aux allumettes, qui va, disons, l'aider à retrouver la mémoire. Ben, l'aider. Plus ou moins. Là, elle va, disons, juste la loger, puis lui demander de faire quelques petits travaux peu catholiques pour elle. C'est plutôt intéressant. T'as un moment donné où Clara, elle va juste devoir dépecer un corps. Ok? Rien que ça. On fait ça toutes les fins de semaine chez nous. Puis elle fait un peu à son corps défendant. Puis la narration dit ceci. Page 104. Parce que j'ai pris une coupe de notes quand même. Même le sang et la chair qui volaient dans tous les sens et jusque dans ses yeux et sur sa bouche ne réfrénèrent pas ses ardeurs. Un instant, elle regretta de ne porter ni lunettes ni tablier. Puis elle fut rapidement trop sale pour s'en soucier. Écoute, je pense pas que quand t'es en train de dépecer un corps, t'as le temps de regretter de pas avoir tes petites lunettes de sûreté pis ton tablier blanc. Tu sais, c'est un peu ridicule. C'est une phrase de trop qui fait juste... C'est du remplissage. C'est mal amené. Ça sert à rien. Des phrases comme ça sert à rien. À moins que ton personnage est un peu déviant ou, disons, ne mesure pas la gravité de la chose, là oui, là c'est correct. Ou que c'est narré à la première personne, là on pourrait le tolérer parce que ça reste un personnage qui écrit son histoire, il peut l'écrire un peu maladroitement. Mais là, c'est une narration par un narrateur absent, c'est narré à la troisième personne, ça servait à rien. Les dialogues sont bien. Comme dans la nouvelle d'Yvan Godbout, les dialogues sont bien. Dans la nouvelle d'Yvan Godbout, les dialogues sont soutenus. Dans cette nouvelle-ci, sur les trois petits cochons, les dialogues aussi sont assez égaux, sont bien. Même si des fois, la petite fille sans nom, là, la petite fille aux allumettes, des fois, sa manière de s'exprimer varie un peu trop. Des fois, elle va s'exprimer d'une façon, disons, plus commune, un langage de tous les jours, et d'autres fois, son langage va être légèrement trop soutenu, surtout pour une gamine de cet âge-là. Je veux bien qu'elle soit un peu barjot, la gamine, ou qu'elle soit un peu louche, mais il y a des inconsistances au niveau des dialogues, mais c'est juste de la forme. Fait que ça affecte pas le récit dans son fond. Sauf que moi, j'étais un maniaque des dialogues. Fait que ça vient chercher les tarés comme moi, mais le lecteur lambda, il risque pas trop d'être affecté par ça, parce que c'est loin d'être des dialogues mauvais.
On poursuit avec la nouvelle de Sylvain Johnson. La nouvelle de Sylvain Johnson est basée sur son conte interdit La Petite Sirène, que j'avais vraiment adoré. Je l'ai lu à sa sortie, j'avais adoré. Je trouvais que c'était un vent de fraîcheur dans la série. J'adorais, disons, l'exploitation des cirques de monstres. Je trouvais que c'était vraiment original. Puis c'était une belle utilisation, disons, de l'univers sous-marin auquel on est habitué quand on pense à La Petite Sirène. Puis surtout, peu avant de lire ce livre-là, j'avais écouté la saison 4 de American Horror Story, Freak Show. Donc ça m'avait pas mal mis dans le bain. J'avais adoré cette saison-là. C'est l'avant-dernière très bonne saison d'American Horror Story avant la déchéance. Bon, je vous recommande La Petite Sirène, qui est très très bon. Qu'en est-il de sa nouvelle? J'ai peu de choses à dire sur sa nouvelle, honnêtement. Elle est bonne. Sylvain Johnson aussi, au niveau narratif, a un style marqué. Tu sens que Sylvain Johnson, dans la plupart de ses livres, se force vraiment pour que les choses sonnent bien. T'sais, il se force vraiment pour que la narration sonne bien, voire qu'elle soit belle. Il y a vraiment un effort d'appliquer à ce niveau-là. Les dialogues sont corrects, les dialogues sont bien maîtrisés, de mémoire. Ouais, c'était bon. Ah, crise de tabarnak. Autre chose, faut que je vous dise sur la nouvelle de Christian Boivin. La fin te laisse sur ta faim. La fin est froide. Elle est réaliste. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est vraiment que tu te dis, ok, tout ça pour ça. Parce que après la fin froide, il y a un autre chapitre dédié à la petite fille aux allumettes. Puis ce chapitre-là a beaucoup trop de mystère autour de lui pour que tu sois satisfait à la fin de ta lecture. Revenons à Sylvain Johnson. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Sa nouvelle basée sur la petite sirène était bien. Sa manière d'utiliser la petite fille aux allumettes est bien. Tu sais, j'ai pas vraiment grand-chose à dire dessus. Honnêtement, c'est pas marquant. C'est bon, mais c'est pas marquant. On enchaîne avec la nouvelle de L.P. Sicard. L.P. Sicard est un auteur qu'en horreur j'adore. L.P. Sicard est très très bon, très imaginatif, et il t'a une plume délicieuse. Et sa nouvelle est tirée de son conte interdit Ali Baba et les 40 voleurs. J'avais adoré Ali Baba et les 40 voleurs quand je l'avais lu. Celui-là aussi, je l'ai lu pas mal à sa sortie. C'est très bon. C'est très très bon. Donc je vous le recommande. C'est pas le meilleur d'L.P. Sicard. Blanche-Neige est meilleur, Scrooge est meilleur, et Réponse, à mon sens, torche tous les contes interdits. Pas que les autres sont mauvais, mais c'est parce que Réponse est le sommet en termes de contes interdits, je considère. Réponse aura le droit à son épisode de ces livres-là un jour. Ali Baba et les 40 voleurs, dans le fond, on suit une bande de criminels sans foi ni loi, 41 criminels, qui qui squattent une école désaffectée, puis ils commettent divers crimes. Le livre n'est plus tout frais en ma mémoire, mais j'avais beaucoup aimé, je vous le recommande. Qu'en est-il de la nouvelle? La nouvelle suit la petite fille aux allumettes qu'on avait aperçue dans Ali Baba et les 40 voleurs, évidemment. Cette petite fille aux allumettes était une des meilleures de la série, je considère, parce qu'il y avait beaucoup de mystères qui l'englobaient. Et dans cette nouvelle-ci, on va élucider la plupart des questions qu'on pouvait se poser à son sujet. On va apprendre, entre autres, pourquoi est-ce qu'elle squatte, elle aussi, cette école-là, alors qu'elle appartient pas à la meute de criminels. La nouvelle de L.P. Sicard est très bonne. Les dialogues sont bien maîtrisés, l'histoire est captivante, passionnante, et surtout, la narration est délicieuse. L.P. Sicard a une plume qui se savoure, une plume qui est très belle, très recherchée, un très beau lyrisme. Je lirai pas la fin pour pas vous la brûler de quelque façon que ce soit, mais la nouvelle se conclut sur une phrase savoureuse, une très belle phrase. Et c'est là que malheureusement, ça clash avec la nouvelle suivante. Parce que ce recueil se conclut sur la nouvelle de Simon Rousseau. La nouvelle de Simon Rousseau est basée sur son conte interdit, La légende de Sleepy Hollow. Sleepy Hollow que j'avais beaucoup aimé. C'est un très bon conte interdit, je vous le recommande, un des meilleurs de son auteur. Je le classerais presque ex aequo avec Peter Pan, non, je dirais même peut-être au-dessus, de certaines manières. J'avais beaucoup aimé ce conte-ci, qui te transporte ailleurs, dans un environnement étrange, mais vraiment captivant. Et la nouvelle qui en est tirée se permet aussi ses élans de surnaturel. Et c'est un vent de fraîcheur dans le recueil. L'histoire est très bonne, les dialogues sont bien foutus. Honnêtement, c'est une des qualités de cet auteur, il y a une bonne maîtrise des dialogues en général. Par contre, là où le bas blesse, mais vraiment, c'est au niveau de la narration. Parce que l'auteur essaie des affaires au niveau de la narration qui font juste casser l'ambiance. Je m'explique. Dans la nouvelle, t'as un passage au tout début de la nouvelle, vraiment. Page 245, t'as une comparaison bâtard. Ça m'a découragé à la lecture, j'ai trouvé ça mauvais. T'sais,
Tu sors de la plume délicieuse de Elpessicar et tu tombes là-dessus, ça clash en tabarnak. Page 245. Je vous donne un petit peu de contexte. La petite fille aux allumettes de cette nouvelle-ci trouve sa mère affalée sur son divan, de mémoire, qui a le visage tuméfié, genre elle s'est fait tabasser. Elle a mangé une hostie de volée. Et la narration dit ceci. On aurait dit qu'un semi-remorque lui était passé dessus. Bon, une formule éculée qu'on a déjà vue à quelques fois ailleurs, et c'est un superlatif. C'est une formule exagérée. Ça n'a pas vraiment sa place là, mais bon, on peut tolérer. On peut tolérer. La moitié inférieure de son nez, dont les narines avaient été fourrées de mouchoirs pour interrompre les saignements, était désormais aussi droite que la tour de Pise et aussi boursouflée qu'une courge trop mûre. Déjà, le sarcasme n'a pas sa place à cet endroit-là. Tu sais, hey, la moitié inférieure de son nez est aussi droite que la tour de Pise. Parce qu'on sait que la tour de Pise n'est pas droite, câlisse. Tu sais, le sarcasme n'a pas sa place. C'est un livre d'horreur. T'es pas censé nous faire rire ou nous faire sourire. T'es supposé nous glacer avec des descriptions froides. Ça pète juste le moment, ça, câlisse. C'est même pas ça le pire. La comparaison avec la courge trop mûre, aussi boursouflée qu'une courge trop mûre. Une courge trop mûre, ça devient pas boursouflé. Ça se ratatine quelque peu, ça devient pas boursouflé. Donc déjà, c'est inexact. Et c'est ridicule. Une comparaison de fruits dans un roman d'horreur pour comparer une personne qui vient de manger une petite volée, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est mauvais. Et surtout au niveau de la forme du texte, il y a trop de répétitions. Regardez. Était désormais aussi droite que la tour de Pise, et aussi boursouflée qu'une courge trop mûre. Aussi droite que, aussi boursouflée que. Vous la voyez, la répétition. Bon, ben là, vous allez me dire que je suis maniaque. Oui, mais c'est répétitif. Ça continue. Sa dentition n'était plus complète. Ok, ça va. 3 incisives s'étaient fait la malle. Quoi, les incisives sont parties? Elle se dit, on est tanné de rester dans cette gueule-là qui fume des cigarettes, puis qui boit de la boisson, puis on va s'en aller? Non. Des dents, ça crisse pas son camp. Ça se fait pas la malle. Des dents, ça ne se fait pas la malle. Tu sais, se faire la malle, c'est s'en aller de ton propre chef, c'est sacrer le camp. C'est pas ça qui c'est arrivé, là. Juste, mec, Simon, casse-toi pas la tête. Juste, 3 incisives étaient tombées, ou avaient été arrachées, ou revolèrent sous les coups. Je t'improvise des affaires, je suis pas bon en improvisation, vous l'avez bien vu jusqu'à maintenant, c'est décousu mon affaire. Mais pas c'était fait la malle, c'est un roman d'horreur, une nouvelle d'horreur. C'est censé être glauque, c'est pas censé être amusant de quelque façon que ce soit. C'est pas censé faire sourire par des formulations amusantes. C'est pas censé être léger. Il y a plusieurs auteurs qui, à mon avis, sont un peu mal à l'aise au niveau de l'horreur et tentent d'alléger la chose. Mais il faut pas faire ça. Soit t'écris de l'horreur et tu vas dans le lourd à fond, soit t'assumes le second degré, soit tu le fais pas. Mais ça, c'est parce que c'est pas un second degré, c'est une nouvelle sérieuse, c'est pas une nouvelle humoristique de quelque façon que ce soit, c'est pas une situation parodique, c'est pas une situation amusante, c'est censé être glauque. Ce qui fait que c'est très mal amené. On continue. Son œil droit était tuméfié au point qu'elle ne pouvait plus l'ouvrir. C'est correct. T'aurais pu l'alléger un peu en disant son œil droit était si tuméfié qu'elle ne pouvait plus l'ouvrir. Ça allège un petit peu. Là, je chipote sur du détail depuis tantôt. Et si son visage ressemblait... Oh! Et si son visage ressemblait à un mélange de framboises éclatées et de mûres géantes... Le reste de son corps ne paraissait pas en meilleur état. Non, tu me dis pas. Plutôt, tu dis qu'elle semble s'être fait rouler dessus par un semi-remorque. Je pense pas que son corps est dans un bon état. Mais tu sais, t'aurais pas juste pu dire son visage était une bouillie écarlate. Et déjà, c'est inexact comme comparaison, parce que c'est même pas le cas. Elle va pouvoir encore parler, elle va pouvoir encore bouger, regarder, respirer. Son visage ressemble pas à un mélange de framboises éclatées et de mûres géantes, parce que, tabarnak de petite calice, c'est pas le cas, c'est une exagération. Mais bon, si on veut garder l'exagération et la rendre plus tolérable dans un format horrifique, ben, il aurait fallu comparer ça à une bouillie écarlate. C'est tout. Casse-toi pas la tête. On l'avait roué de coups absolument partout, sans discrimination. Bon, partout, ça te le disait déjà, mais bon, une répétition, ça fait pas de mal. Des coups puissants, brutaux, sans pitié. Bon, ok. Ce paragraphe-là est exécrable. Là, vous allez me dire, t'es dur, t'es un trou de cul. Oui, je suis un trou de cul, mais ce paragraphe-là est mauvais. Je suis désolé, c'est mauvais. Puis une page plus loin, t'as une autre comparaison de fruits, hostie. La mère se lève,
Elle va pogner un couteau pour aller menacer sa fille, pour aller l'attaquer, dans le fond, pour la courser avec un couteau. Puis qu'est-ce que la narration nous le dit? Chantal, ça c'est la mère, comme possédée d'un esprit aussi fou que malin, fouillait un tiroir et s'emparait d'un couteau de cuisine. Un long et large, comme ma graine, couteau affûté, capable de trancher aussi bien les plus grosses pièces de viande que les plus solides pastèques. Qu'est-ce que t'as avec les fruits, mec? Je sais pas, c'est... Non, non, c'est trop léger comme façon de le décrire. C'est trop léger. Juste dit, un couteau capable de sectionner la plupart des matières. Pas toutes, parce que c'est pas un couteau qui peut couper le métal puis le diamant non plus. Mais tu sais, capable de sectionner la plupart des matières. Ou un couteau extrêmement tranchant, ou juste allège ton texte un peu, parce que là, ça alourdit le texte pour des phrases qui sont même pas belles. Il y a certaines personnes qui trouvent que le lyrisme alourdit le texte. C'est d'ailleurs pourquoi Blanche-Neige et Réponse d'Elpiscor ont reçu des mauvaises critiques. Mais non, le lyrisme, je comprends ceux qui disent que ça alourdit le texte. Mais le lyrisme, c'est un délice quand c'est bien fait. Et ça, c'est pas du lyrisme, c'est juste des phrases débiles qui alourdissent le texte. C'est même pas beau, c'est même pas bien écrit, c'est même pas pertinent. Je dis pas si c'était un roman de tranche de vie ou un truc plus léger, ou si c'était narré à la première personne. Je l'aurais toléré, parce qu'on peut encore une fois assumer que c'est le personnage qui sait pas raconter une histoire. Mais même pas, c'est narré à la troisième personne par un narrateur absent. Non, ça gâche le texte, ça gâche la lecture, ça pète l'ambiance que l'auteur réussit normalement à instaurer. Parce que l'auteur sait faire des ambiances glauques, on l'avait bien vu avec La Reine des Neiges. L'auteur a quand même une maîtrise de la chose. En tout cas, je vais m'arrêter là. C'est tout pour ma critique du premier volume de La Petite Fille aux Allumettes. Je compte en faire un sur chaque volume. Donc, bon, à voir pour la suite. Puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Recommandez-moi des livres dont vous souhaitez que je parle dans ma série ces livres-là ou pour une vidéo dédiée. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est très important. Puis sinon, ben, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!